This is my passion. I love ride and race motorcycle. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper, le podcast qui analyse l'actualité et les courses MotoGP. Mais maintenant, je vous répète ça à chaque épisode alors que vous êtes habitués. Si vous êtes là, on est très content de vous retrouver car ce week-end, il y avait un GP en Catalogne sur un beau circuit. Et on a eu un très très beau GP, donc on est très pressé d'en parler. Pour ce faire, l'équipe n'est pas au complet. Monsieur Adrien, comment ça va ? Bonsoir à tous, ça va, content de vous retrouver après notre épisode non fait du Mugello. Ouais, tout à fait. On va en parler, effectivement, on va revenir dessus rapidement. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Il y a une semaine, Jason Dupasquier est donc décédé suite à son accident qu'il a eu pendant les qualifications Moto3. Il est décédé le dimanche. L'annonce de son décès a été faite par le MotoGP juste après la course Moto3. C'était assez compliqué pour tout le monde, comme pour nous. Donc, on s'est dit que c'était pas très judicieux de faire un épisode comme on a l'habitude de le faire. On avait prévu, comme d'habitude, des blagues, des choses comme ça, et dans des conditions comme ça aurait été, à notre sens, un manque de respect. Donc Ouais. on a préféré pas le faire, voilà. Il y a plein de gens qui ont fait ça très très bien, qui ont eu des mots bien meilleurs qu'on en aurait eu. Je pense à Yann et Thomas dans le live sur YouTube qu'ils ont fait le lundi, et à l'épisode de Seki en Pole qui est sorti jeudi, qui était consacré à la course du Mugello. N'hésitez pas à aller les écouter si vous l'avez pas encore fait, mais clairement ils ont été meilleurs que nous, et voilà, on a On sait préféré pas faire on sait l'impasse. pas Non, faire des c'est choses comme ça. des choses pour lesquelles on n'est pas très doué. Je te propose qu'on commence cet épisode par les news. Et la news principale, entre guillemets, qui est tombée cette semaine, c'est la prolongation de Johan Zarco l'année prochaine chez Ducati Pramac. Alors je te pose la question, est-ce que t'es étonné de cette prolongation ? Non, étonné, non. Vu le début de saison qu'il nous fait, c'est le premier pilote Ducati. Il est présent, il s'est bien adapté à la moto. Enfin, c'est lui qui se sort du lot. Donc, non, c'est logique, c'est logique qu'il soit prolongé. Bah, je l'aurais pas dit mieux que toi, c'est le meilleur pilote Ducati de la saison pour l'instant. Le team Pramac a jamais eu d'aussi bons résultats. Je vais peut-être mettre un tir un peu, mais je pense qu'il est pas loin d'avoir fait en une demi-saison ce que Jack Miller a fait en 2 ans chez Pramac. Ouais. Donc à un moment donné, enfin je vois pas par quelle opération du Saint-Esprit Pramac s'en serait séparé, sauf hors de Ducati qui aurait voulu le remplacer, le mettre sur une moto officielle. Mais vu les débuts de saison que font Miller et Bagnaia, il n'y a pas trop d'intérêt non plus de tout chambouler. Donc non, non, c'est bien et Ouais. c'était attendu. Jorge Martin sera aussi son coéquipier comme cette année, donc ça mise Ouais, sur la c'est bien. continuité. Après, il a pas eu de chance avec sa blessure, mais il mérite sa place aussi, hein. Ah oui, oui, c'est sûr. Pramac qui mise sur de la continuité, moi je trouve que c'est bien. C'est un pilote d'avenir, Jorge Martin, donc c'est top. Et deuxième news, Rémi Gardner qui est confirmé chez KTM Tech 3 l'année prochaine. On sait que c'est aujourd'hui un pilote KTM en Moto 2, il domine le championnat. Il domine même son coéquipier sur les 2 dernières courses, Raoul Fernandez. Donc il est assuré d'avoir une moto GP l'année prochaine chez Tech 3. La question que je te pose, enfin, je te pose 2 questions même. Est-ce que c'est mérité? Et à la place de qui? Hmm. C'est mérité, oui, parce que c'est un bon pilote. Après, tu dis qu'il domine son coéquipier, mais faut pas oublier que son coéquipier arrive juste. Ça c'est sûr. Et au vu de ce que fait son coéquipier, quand il aura le même nombre d'années de Moto 2 que Rémi Gardner, je pense que les stats seront pas les mêmes. Après, ouais, c'est un bon pilote. Est-ce que c'est pas un petit peu prématuré, peut-être. Et À voir. Écoute, je te rejoins sur la domination de coéquipier. Aujourd'hui, il est devant, même si je pense que globalement, Raúl Fernandez est un énorme potentiel. Il manque un peu d'expérience pour vraiment dominer la catégorie Moto 2. Je pense pas qu'il ait l'occasion d'avoir autant d'années de Moto 2 que Rémi Garnier, parce qu'à mon avis, il va faire le grand saut très ouais, rapidement. il sera appelé avant, je pense que c'est sûr. Pour en revenir à Gardner, moi je pense qu'il mérite aussi. Après, je le vois pas comme, justement, comme Raúl Fernandez, comme un crack. Pour moi, il y a une comparaison qui est plutôt, enfin, j'ai une comparaison plutôt facile, qui est celle de Luca Marini. Je le vois comme un mec vraiment fort, qui mérite sa chance parce que il a joué le titre ou il gagne le titre sur de la catégorie Moto 2, donc forcément, il faut qu'il tente sa chance en MotoGP, c'est mérité.
mais je le vois pas comme un énorme potentiel, quoi. Je pense que c'est un mec qui a un Ouais, très bon niveau de travail. il a pas le petit plus que a un Pedro Acosta arrivant juste en Moto 3 où Ouais, voilà, il a pas il l'air de a. l'avoir. Mais après, ça veut pas dire qu'il fera pas une belle carrière, mais ça a l'air d'être. Je le vois un peu juste pour être pour jouer le titre sur la longueur. Après, Ouais, c'est aussi comme ça que je voyais Miguel Oliveira. ouais. Donc à voir. Mais assez content pour lui, ça a l'air d'être un bon gars. Et du coup, je te repose la question. À la place de qui? Tu dis il va où du coup chez Tech 3, c'est ça? Ouais, donc ce sera ou à la place de Petrucci ou à la place de Lequena. Bah, c'est que Petrucci et Lequena, leurs résultats sont assez similaires. Donc Donc après dégueulasse. voilà, donc Lequena est plus jeune, donc on va dire qu'il aurait plus de potentiel à s'améliorer. Donc je verrais peut-être Rémi Gardner à la place de Petrucci. Même si Petrucci c'est un pilote d'expérience et qui peut rapporter des points dans des conditions un peu compliquées ou mais bon. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi. S'il fallait ne s'en séparer que d'un, je pense que ce serait plutôt Petrucci. Parce que, oui, c'est un pilote d'expérience qui rapporte des points. Comme tu dis, quand il pleut, tu sais que le mec, il va tirer le maximum qu'il peut de la moto. Mais Lecona, il est assez jeune. Il arrive à montrer des petites choses. Aujourd'hui, il était top 10 avant de chuter. Ouais. Il arrive à montrer des petites bribes de choses intéressantes. Donc pourquoi pas. Après, je pense très honnêtement que les deux vont sauter, que Raoul Fernandez va prendre la deuxième moto, et je les vois bien rétrograder les Quena sur la KTM en moto 2. Ah ouais, tu penses ils vont le remettre en Moto 2? Bon, je pense que c'est une possibilité parce que comme tu le dis, les jeunes, il a tenté, c'était un peu juste. Pourquoi pas essayer de le faire redescendre pour lui faire 2-3 ans en moto 2, voir comment il s'en sort. Et ensuite le repropulser en MotoGP s'il y a les résultats. Alors que Petrucci, c'est un 90, il va avoir 31 ans. Bon, là, je pense pas qu'il retrouve un guidon, quoi. Ouais, ouais, c'est trop. Puis même on voit que KTM le suit pas plus que ça, quoi. Non. Parce que là, ils ont les nouveaux châssis. J'ai lu l'autre jour que lui était même pas sûr d'en profiter du nouveau châssis. Hmm. C'est un peu. Après, la gouvernance de KTM, je les trouve un peu chelou, moi. Mais bon, après, c'est mon avis perso. Ouais, ils sont un peu bizarres. Ils clament sur tous les toits qu'ils ont 4 motos officielles et pas 2 motos spec A, spec B. Et au final, il y a des nouveaux châssis qui arrivent et ils annoncent que tout le monde les aura pas. C'est un peu étrange ou comme manière de manager ou comme manière de communiquer. Mais il y a quelque chose qui est un peu. Ouais, Leur il y a un truc qui va communication pas. est d'ailleurs très étrange, hein. Enfin, sur les réseaux sociaux, des fois, ils communiquent que sur Binder, on parle pas d'Olivera. Enfin, c'est un peu. Ils sont un peu chelous, quoi. Ouais. Pour les news, écoute, on est pas mal, donc je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec la course Moto 3. C'est parti. La course Moto 3 sur le circuit de Catalunya. Alors, je vais te poser la question, même si je pense qu'on y a déjà répondu. Qu'est-ce que tu penses de ce circuit? J'aime beaucoup. C'est mon circuit espagnol préféré. C'est celui que je préfère de la saison. D'accord. C'est c'est un tracé rapide. Enfin, il y a un peu de tout. Et ouais, non, il est chouette. Ben pareil, c'est mon circuit espagnol préféré. En même temps, c'est pas compliqué. Les trois autres, c'est dégueulasse. Là, il y a une grande ligne droite, mais pas que. C'est pas vraiment un circuit de moteur parce que toute l'autre partie. Alors je dis ça alors que c'est 3 motos de moteur qui sont sur le podium sur cette course en MotoGP, mais c'est pas vraiment un circuit de moteur, je trouve, parce qu'effectivement la ligne droite est grande, mais comme au Qatar, tout le reste c'est vraiment du châssis avec de la courbe longue, très assez compliqué à négocier. Là où les Ducati sont un peu plus en délicatesse parfois, le virage 5 est incroyable, très impressionnant. Ils viennent poser le coude sur l'épaule sur le vibreur. Ils ont retravaillé le virage 10 de l'autre côté. Il est vraiment mieux. Le virage 9, c'est un des virages que j'aime beaucoup. Le virage 8, l'espèce de chicane en montant aussi, c'est au top. Donc, ouais, c'est un super circuit. Sur la course Moto 3, pole de Gabriel Rodrigo. Et on est parti sur une course qui va être très disputée, un peu comme Mugello. Chute de Ricardo Rossi, je l'ai pas précisé sur la tour de mise en grille, bah frérot, fais un effort quand même. Enfin là, t'as juste amené la moto de l'autre côté, c'est pas compliqué. Et ouais, on va voir une course. Alors, un départ sans encombre. Pourquoi? Parce que c'est John McPhee qui va prendre le lead. Et il va imprimer un rythme très élevé. Et quand ça va vite, ben, ils peuvent pas faire n'importe quoi. Ils peuvent pas se doubler dans tous les sens.
Donc le début de la course est assez calme. Acosta partait 25e, donc il va enclencher une remontée, mais il va l'enclencher un peu plus tard que d'habitude. Il va mettre 4-5 tours à se mettre en route. Et derrière, je me rappelle plus à quel tour, mais John McPhee fait du John McPhee et va enchaîner un high side dans le virage 2, très dangereux avec la moto qui revient sur la piste et qui pousse la chute d'Andrea Mignot et Tatsuki Suzuki. On est d'accord que cette chute, elle l'a fait flipper un peu. Ouais. Bah, surtout sorti du week-end dernier au Mugello. Enfin, moi perso, quand une moto revient en piste, tu sais très bien qu'il y a une chance sur deux que ça se finisse pas très bien, quoi. Ah ouais, moi Et je suis comme toi, hein. là aujourd'hui, avec de la chance, ça s'est passé pas trop mal. Ouais, Mais ouais, ouais, ouais. c'est dommage pour McPhee parce que bah, une fois de plus, on sait qu'il est rapide, mais une fois de plus, il fait de la merde, quoi. Ouais, ouais, bah, c'est le problème de McPhee, Yvan serait là, il nous chanterait les louanges encore du, du pilote gallois, mais ouais, 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 enfin, c'est compliqué pour McPhee. Il va vite, mais il va toujours faire une erreur, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, c'est trop compliqué. Il peut pas jouer le titre comme ça. Et derrière, ben, par contre, ça va commencer les esprits vont commencer à s'échauffer un petit peu avec beaucoup de bagarres, beaucoup de dépassements, des arrivées en bout de ligne droite à 4, 5, 6 de front, des comportements que moi je trouve très dangereux avec des pilotes qui balayent énormément sur la piste, des changements de ligne un peu hasardeux. Moi, je trouve ça vraiment limite. Moi, ça me fait peur, surtout comme tu dis après ce qui s'est passé le week-end dernier. On aimerait bien des courses. Enfin, c'est un peu compliqué. J'ai vu, je sais plus qui sur Twitter, un journaliste MotoGP qui disait, est-ce que cette course était plus terrifiante que cool ou plus cool que terrifiante? Je ne sais pas. Ah, c'était un peu des deux. Ça dépendait des tours, en fait. Et derrière, bah, du coup, on voit une grosse bagarre avec plus de 10 pilotes. Et il va se passer un truc étrange alors étrange même si on s'y attendait, dans le dernier virage de l'avant-dernier tour, où là, bah, personne ne va rentrer en tête dans la ligne droite. Donc ça s'attend, ça se regarde, ça fume une clope, ça boit un café. Non, vas-y, je t'en prie. Non, non, je n'en ferai rien, toi d'abord. Ça, c'est pareil, c'est un peu dangereux quand même, on est d'accord, hein. Ouais. Ouais, bah moi, c'est pareil, j'ai trouvé ça hyper dangereux. Bon, après, on sait que la Moto 3, quand il y a de la ligne droite, bah, c'est au jeu de l'aspiration, hein, c'est celui qui aura la meilleure aspi. Mais là, enfin, je sais pas ce qui. De toute façon, il n'y a rien à faire au niveau de la direction de course, mais à part des sanctions. Mais bon, ils vont passer leur week-end à se faire sanctionner à force. Mais ouais, Ouais. c'était dangereux là. Tu vois, je sais plus qui c'est que tu vois, si c'est Rodrigo ou Alcoba là, se retourner dans l'avant-dernier virage à surveiller qui passera devant pour pouvoir prendre l'aspiration. Sauf que derrière, ça remontait fort. Ouais, Ils se sont ouais. retrouvés en paquet de, je sais plus combien ils étaient, une dizaine, une Ils étaient douzaine. 10. Donc ouais, c'est dangereux. Les courses sont toujours spectaculaires, mais là, il y a des fois, je trouve ça un peu limite, moi. Ouais, ouais, bah, t'as vraiment très bien résumé la chose. C'était vraiment un peu juste, j'ai trouvé, et ça aurait peut-être mérité. Bah, le problème, c'est que, comme tu dis, il y aura pas grand-chose à faire et il les sanctionne, mais ça change air, quoi. Donc, enfin, c'est compliqué. Le problème, c'est que j'allais dire, c'est pas quand quelqu'un va se faire très très mal que ça va Qu'il changer. faudra Alors bon, pleurer, mais on sait ce qu'on a vécu le week-end dernier. Malheureusement, c'était pas dans des conditions comme celle-ci avec des pilotes qui se regardent, qui s'attendent. Donc bon, mais enfin, ça fait un peu peur. Et du coup, grosse bagarre dans le dernier tour, et on va finir avec une victoire de Sergio Garcia devant Jérémy Alcoba et Denis Onchou qui va faire vraiment kiffer en larmes dans le parc fermé sur et sur le podium. Ça fait vraiment plaisir de le voir parce que ça fait un moment, ça fait depuis l'année dernière, et là c'est son premier podium, donc on était super content pour lui. Jaume Mazia qui lui n'a vraiment pas de chance, termine quatrième, il était troisième, mais il se fait déclasser pour avoir mordu dans le verre. Alors pour le coup, il a vraiment mordu dans le verre, c'est pas litigieux. Darren Binder cinquième qui pendant un moment a cru avoir la victoire à cause d'un drapeau rouge dans le dernier tour et c'est lui qui avait passé la ligne en premier sur l'avant-dernier tour mais au final pas du tout. On va y revenir sur le drapeau rouge. Gabriel Rodrigo sixième dégoûté parce qu'il a dominé tout le week-end et toute la course mais un mauvais choix de trajectoire dans le premier virage du dernier tour va lui faire perdre tout le bénéfice de son week-end. Pedro Acosta septième, ce week-end ça n'aura pas fonctionné, la remontée de l'autre bout du monde, même si en partant 25e, terminer septième c'est déjà très très propre.
Antonelli 8e, Kaito Toba 9e, qui pour moi est dans ceux à le plus blâmer. Je trouve son comportement très limite, ça fait plusieurs fois que je le dis. Ouais. Des coups de coude, ça change de ligne vraiment très violemment. Je pense qu'il faut qu'il fasse très attention. Et Stefano Nepa 10e. Et comme je viens de le dire, drapeau rouge à la fin de la course, on se demandait un peu ce qui s'est passé. Et dans le fameux virage 8, je crois, gros accrochage entre Ayumu Sasaki, Denis Foggia et Xavier Artigas, qui a bien fait flipper. Je sais pas si tu l'as vu, mais celui-là aussi, je pense qu'il est encore plus flippant que celui de McPhee. Ouais, bah je l'ai vu, ouais, c'est pareil. Alors je crois que c'est Sasaki qui fait un high side et puis bah pareil, il traverse la piste, je crois, et Grosso Fo- modo, c'est ça. Foggia Artigas viennent le percuter sa moto, heureusement, pas lui. Ouais. Mais ouais, et du coup, j'ai pas su après parce que je crois que Sasaki était conscient mais était pas trop en forme. Alors je sais pas Alors, où il en était. alors là, il est 18h20, on est dimanche soir, et les infos qu'on a, c'est qu'il a un traumatisme crânien, mais il est conscient, donc il était en transfert vers l'hôpital le plus proche pour passer des examens complémentaires. Mais c'était ce qu'on avait. Les deux autres, eux, étaient plutôt en bon état, puisqu'ils sont rentrés en mototaxi. Ouais, donc ça, oui, c'est vrai que je sais plus qui les a pris en taxi, mais Oh, ça, c'est une très bonne question, je pourrais pas y répondre. Et pour finir sur la catégorie Moto 3, Lorenzo Felon termine 16e. Vous pourriez vous dire que c'est un bon résultat, mais ils finissent qu'à 18. Voilà. Alors, je suis vraiment une ordure parce que il fait, je pense, un de ses meilleurs week-ends du championnat. ouais, bah, de toute façon, il pouvait pas faire pire, hein. Oh là là. Mais Mais non, mais c'est bien, il se révèle un petit peu. voilà, tout à fait, il se montre. Il n'est pas passé loin d'agripper la Q2 directement samedi. Là, alors au Mugello, il fait une belle course aussi. Il était à se battre avec les premiers du deuxième groupe. Donc là, ça commence à venir petit à petit. Donc c'est bien. On fait des blagues, on n'est pas très sympa, mais on n'a rien d'autre, envie d'autre que de le voir, se montrer, réussir des beaux résultats. Donc non, il faut continuer ainsi. Yvan Srelen nous dirait oui, vous êtes dur, il est jeune, et il aurait pas tort. Oui, mais il y en a d'autres qui sont aussi jeunes que lui. J'ai pas le classement sous les yeux, mais bon, de toute façon, vu l'avance qu'avait Pedro Acosta, pouvait rien se passer de bien dramatique. Il est toujours en tête du championnat, vous inquiétez pas. Pedro Acosta est premier à 120 points, Sergio Garcia est deuxième à 81 points et Jaume Mazia est troisième avec 72 points. Beau gosse, ben voilà, c'est tout à fait parfait. Je te propose qu'on enchaîne avec le meilleur moment de ton week-end, à n'en pas douter, la La course, Formule 1. Ah non, la sieste. C'est parti. Alors, la course moto de Paul de Gardner qui gagne devant Raoul Fernandez. La voilà, allez, MotoGP, la MotoGP. c'était encore un enfer, cette course Moto 2. Alors, je suis un peu dur, il faut l'avouer, parce que le week-end dernier au Mugello, la course était vraiment très cool, même si elle se passait dans des conditions vraiment très compliquées, vu qu'on avait appris le décès de Jason Pasquier 20 minutes avant le départ. Donc moi, je sais pas vous, mais j'ai pas pu en profiter. Et cette course, c'était pas la folie, mais il y a quand même eu une petite bagarre sur les 5 derniers tours entre les deux pilotes KTM. De toute façon, on a l'impression qu'il y a que eux qui roulent, hein. Ouais, Depuis c'est ça. que, depuis que Sam Lowe a décidé que le moto c'était pas un sport pour lui, qu'il préférait la luge sur Triomphe. Donc ouais, ben ça va être assez soporifique. Garner fait la pole, il part avec Raoul Fernandez, il s'échange un peu la première place. Et à 3 tours de la fin, Garner passe. Alors par contre, il passe sur un freinage incroyable. Ouais, j'ai cru que Euh, jamais il tournerait. Ah ouais, moi je me suis dit, en fait, quand je le vois arriver, je me dis en fait il a lâché les freins parce qu'il vu que ça tournerait pas, donc il a prévu de d'écarter quoi et de pour pas percuter. Non non non. En fait, il lâche les freins, il coupe complètement la trajectoire et il se jette à la corde et ça tourne. Donc respect, Non, c'était c'est très beau. propre. Troisième place pour Xavier Vierret, donc ça c'est pas mal parce que c'est pas un pilote qu'on a l'habitude de voir, enfin, qui est toujours bien placé, mais pas sur le podium. Marco Bezzecchi, quatrième, là frérot, va vraiment falloir se réveiller, sinon les deux quatrièmes, tu vas pas les revoir au classement au championnat. Augusto Fernandez, cinquième, Bobette Snyder, sixième, qui fait une belle course. Sam Lowe, septième, voilà, qui redevient Sam Lowe après avoir fait une fin d'année dernière et un début de saison stratosphérique.
Marcel Schrotter 8e, Som 4 Chantra 9e qui fait un beau Grand Prix et Joe Roberts 10e. Voilà, en gros, enfin, comme je l'ai déjà dit, il s'est pas passé grand-chose. C'était vraiment On a eu un accrochage entre Fabio Di Giannantonio et Hector Hector Garzo. Garzo. Ouais, tout à fait, c'était un peu chelou. Bah, c'est Je... la faute de Di Giannantonio. Parce que de ce que j'ai vu, en fait, il freine au bout de la ligne droite des stands, là, il freine au bout. Et en fait, Di Giannantonio lui recoupe devant, alors que Garzo est déjà bloc sur les freins. Et du coup, bah, il peut rien faire d'autre que le harponner. Et du coup, bah, ils s'en vont tous les deux dans le bac. Mais personne s'est fait mal, heureusement. Ouais, il avait l'air. Enfin, là, je pense que ton analyse est la bonne, effectivement. Hector Garzo pouvait rien faire d'autre, il était déjà à fond en train de freiner. Pour le coup, Di Giannantonio est bien en tort, effectivement. C'est sa Euh, deuxième grosse chute du week-end en plus, donc c'est un peu ouais, dommage. Parce il a pris un, il revenait pas trop mal en forme. ouais, il a pris un énorme high side samedi ou vendredi, je sais plus, hein. Donc ouais, c'est dommage. Pour finir avec la moto 2, j'en mets une petite à Ayogura qui chute alors qu'il était 7 ou 8e. On a passé l'année dernière à le terminer parce que il faisait tout ce qu'il pouvait pour pas gagner le titre Moto 3. On s'est dit il va monter en Moto 2, ça va être dramatique. Et ben il fait une saison qui est loin d'être moche, souvent dans le top 10, essayer de gratter des top 5. Donc voilà, un pilote japonais, on va suivre ça de près, on espère qu'il va réussir à concrétiser. Hein, parce que nous, on taille, mais quand on nous fait fermer notre bouche, on le dit aussi. C'est Mais pas important. toujours. Non, pas toujours, sauf quand c'est un Espargaro. En parlant d'Espargaro, je te propose qu'on passe à la vraie course, à ce Attends, pourquoi tu on veux qu'on attend. fasse un petit point classement en Moto 2, Ah, au vas-y, pire? bien joué, je l'ai pas. Vas-y, Donc vas-y. on a Rémi Gardner en première position avec 139 points, Raoul Fernandez avec 128 points, Marco Bezzecchi avec 101 points. Donc faut pas qu'il, comme tu disais, faut pas qu'il les laisse partir de trop. Ouais, Sam Loves quatrième avec 75 points. Et comme on vient d'en parler, Ayogura est neuvième avec 39 points. ouais, mais je trouve que c'est plutôt honnête. Parce que surtout que là, avec la chute, c'est un peu dommage. Il perd, il perd 7-8 points encore. Donc, non, son début de saison, il est plutôt pas mal. Si on exclut le stratosphérique Raúl Fernandez, je pense que c'est le meilleur rookie. Si t'as tout le classement sous les yeux, il est devant Arbolino et Arenas. Arbolino est treizième. Et tu m'as dit qui d'autre? Arenas qui doit être très loin. Arenas est 21e avec 10 points. Voilà, donc sorti de Raúl Fernandez, c'est un des meilleurs rookies. Donc vraiment belle saison de Ayogura. C'est ok pour toi? On peut enchaîner Ouais, sur la vraie course, celle qui nous fait patienter tout le dimanche tout le après-midi? week-end. C'est ça. Allez, c'est parti pour la MotoGP. La MotoGP sur ce Grand Prix de Catalogne. Alors, Paul de Quartararo, voilà, c'est la 5e de suite, la 15e en carrière, alors que c'est sa 3e saison. Sur la partie vraiment qualification, il va finir par se placer comme un des meilleurs de tous les temps. Je le call tout de suite. C'est pas possible. Enfin, j'ai pas les stats, il faudrait que je regarde ou demander à Thomas, Marcelino, mais je, je sais pas si d'autres pilotes ont réussi autant de pôles que lui en si peu de courses, hormis Marc Marquez. Je pense que il est dans cette discussion, ce qui est plutôt beau. J'ai aucune référence. Peut-être Jorge Lorenzo, mais à voir. Donc c'est vraiment stratosphérique ce qui fait le samedi après-midi, il est juste intouchable. Enfin, on le répète assez souvent, mais lui, il roule tout seul. Il a besoin de la roue de personne, quoi. Alors effectivement, lui il prend la route personne. Il fait ses tours, comme tu le dis, tout seul et à chaque fois il fait ça, il part en décalé par rapport aux autres et c'est assez impressionnant. Je te remercie de parler de ça, ça me fait une transition toute trouvée. On va parler du cas de l'ami Marc Marquez qui, pour la course du Mugello, a fait une petite roublardise à Maverick Viñales. Il s'est dit, on est en Q1, je vais essayer de passer en Q2, je vais accrocher la roue du plus rapide, donc Maverick Viñales. Il l'a, il s'est agrippé à lui, j'ai jamais vu ça. Il ne l'a pas lâché, même quand Vinales prend le shortcut pour retourner au stand, il le suit. Vinales lui faisait des grands gestes en mode vas-y, laisse-moi tranquille et tout, l'autre tête baissée, rien à cirer. Résultat, il passe en Q2 alors que Vinales se fait sortir, donc il avait un sum interstellaire. Et ce week-end,
Il recommence, il a réessayé de nouveau de faire ça en Q1 avec Jack Miller, qui a eu mais un geste hilarant et une réaction de bonhomme. Le En lui geste en demandant de mode dans les... l'argent. Comment? En lui demandant de l'argent. Voilà, exactement. Le geste dans les stands déjà quand il lui dit ça va te coûter cher frérot, c'est à chialer de rire, je suis désolé. Et la réaction derrière de bonhomme quand on lui pose la question, quand il dit non mais on a tous été dans cette situation, c'est juste le sport. Je trouve ça vraiment, vraiment bien. Et Marquez, lui, quand on lui pose la question, il répond plus ou moins la même chose, qu'il est dans une situation compliquée, qu'il a besoin de prendre des roues pour gagner en confiance et gagner en vitesse, que c'est peut-être pas très fair-play, mais c'est pas interdit, c'est le MotoGP, et surtout, quelque chose que j'aime beaucoup, il dit moi, ça fait 8 ans que je suis en MotoGP, 8 ans, enfin plus que ça, tout le monde prend ma roue, c'est toujours ma roue qui a été prise par les autres, aujourd'hui c'est moi qui ai besoin d'en prendre une. Donc bah effectivement, il y a plein de gens qui ont utilisé cette stratégie, pourquoi lui il n'aurait pas le droit quand il en a besoin? Donc je te pose la question, Marc Marquez, génie ou pas très fair-play? Je pense pas qu'il y ait de génie ou même pas de très fair-play. C'est comme il l'a dit lui en interview et que moi, enfin perso, j'avais un peu ce ressenti-là. C'est qu'il est revenu, mais en ce moment, bah, il a bien compris que physiquement, il n'était pas à sa forme, à sa top forme. Donc, il a besoin des autres. Après, comme il l'a fait sur Vignales au Mugello, peut-être que c'était un peu abusé de le suivre de si près, parce qu'il y a prendre les roues et vouloir monter sur la moto de l'autre pour voir ce qu'il fait. Donc, non, après, de toute façon, vu ce qui se passe en Moto 3, on peut pas blâmer Marc Marquez de suivre les autres prendre leur roue, quoi. Enfin, perso, je le trouve pas dangereux dans les situations où il le fait. Et puis, il en a besoin, donc bah, pourquoi pas, quoi. Ouais, ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Moi, je trouve que c'est un super move. Alors, effectivement, ce qu'il fait à Vinales, c'est peut-être un petit peu over the limit. Cyril de Sekiampo, à qui d'ailleurs je passe le bonjour, avait répondu euh, rentrer dans un mind game, entre guillemets, un jeu d'esprit avec Maverick Vinales, c'est comme proposer un bras de fer à un enfant de 8 ans. C'est ça. Effectivement, bon, voilà. Mais moi, c'est comme il le dit, c'est la course. C'est, vous avez le droit de croire que c'est pas très fair-play, mais il y a rien qui l'interdit. Tout le monde l'a fait, tout le monde l'a fait avec sa roue à lui. Donc il n'y a pas de raison que quand il ait besoin de le faire, il ne le fasse pas. C'est comme ça. Puis en plus, on sait très bien que quand ça va revenir, si ça revient, il va arrêter de le faire parce qu'il est un peu comme Quartaro et il n'a pas besoin de roue en général pour Oui, faire c'est ses ça. chronos. Quand il aura plus besoin de personne, et, parce qu'il a jamais eu besoin de personne pour ce qu'il a fait, Mm. donc que les autres s'inquiètent pas. Enfin, si que les autres s'inquiètent quand ils prendront plus leur roue, du coup. Ouais, quand il va arrêter de prendre la roue des autres, c'est que ça va aller mal. Ils vont se dire, oh merde, ça y est, il est revenu. Donc voilà pour ce petit aparté. Début de course, du coup, comme je l'ai dit, Paul de Fabio, Johan Zarco troisième et Jack Miller deuxième. Et là, vous vous dites, deux Ducati qui partent derrière une Yamaha, forcément all shot. Que nenni, parce que les ingénieurs de chez Yamaha, ils vous ont pas attendu. Et ils ont installé depuis deux Grands Prix le all shot device sur la Yamaha de Fabio. Tu cumules ça à un Fabio Quartararo avec un temps de réaction qui est à mon avis dans le top 5 du plateau, et ben ça fait que maintenant les Ducati elles ont perdu leur avantage sur Fabio Quartararo pour les départs. Et ça, c'est non négligeable. Et les KTM, on commence à avoir un moteur aussi fort que les Ducati. Voilà, exactement. Donc là, toutes les petites innovations techniques qui font les avantages des Ducati se, se s'atténuent un petit peu, donc ça commence à être un peu compliqué pour eux. Donc départ de Fabio, super départ, il parle devant les deux Ducati, sauf qu'arrivé au premier virage, ben là c'est un petit peu plus compliqué, Miller arrive à lui faire les freins, Oliveira qui partait quatrième fait un super départ aussi et il l'enchaîne à l'extérieur dans le deuxième virage, c'est juste magnifique ce qu'il va lui faire. Et Quartararo va commencer à descendre un peu, troisième, quatrième, il a du mal à se mettre en route, c'est pas le Fabio qu'on voit d'habitude. Il est pas en mode au bout de deux tours c'est bon je suis chaud, je vous passe un par un et vous pouvez pas me revoir. Il va pas être aussi dominateur sur cette course. Et c'est un petit peu pareil pour Johan Zarco qui va descendre un peu, lui il va descendre plus que ça, il va descendre jusqu'à la 6 ou septième place de mémoire, alors qu'il partait 3, donc on commence à être un peu inquiet pour les deux pilotes français. Derrière, je sais pas ce que t'en penses, mais on a retrouvé, pendant cette tour, le vrai Marc Marquez. Ouais, j'ai été surpris. Alors, je sais plus d'où il partait. 13e. 13e, et il est remonté jusqu'à la 7e place, je crois, si je Ouais, dis pas de bêtises.
Et ouais, bah, quand je l'ai vu remonter, je me suis dit, bah ça y est, ça va mieux. Il est parti pour aller chercher je sais pas quoi, mais il y est parti. Et ouais, non, il a fait un bon début de course, malheureusement, qui s'est terminé par une chute. Ouais, grave. Comme toi, moi, je l'ai vu là, je me suis dit, oh là là, je crois que là, on commence à voir les prémices du vrai Marc Marquez. Pour moi, il était parti sur le podium. Pas gagné, parce que je pense qu'il aurait été un peu juste. Et puis même en fin de course, peut-être que physiquement, il aurait commencé à bûcher un peu. Mais il était parti accrocher le podium, je pense. Et dans le virage 10, bah, il rentre un peu fort, il perd l'avant. Bon, c'est comme ça, mais au moins, comme il l'a dit lui-même, il est quand même satisfait parce que ben, il a pu montrer des choses et on a pu revoir le vrai Marc Marquez, donc ça c'est plutôt cool. Chute de Paul Espargaro, donc week-end complet de Repsol. Là, ils étaient au top. C'était vraiment parfait, c'est exactement le week-end qu'ils attendaient. On les félicite et on leur fait la bise. Et derrière, chute d'Alex Espargaro qui faisait un super début de course. Pareil, il va chuter dans le 10. Il est même troisième à un moment au début de la course. Il fait un bon départ. Alors, une nouvelle fois sur les réseaux sociaux, on m'a traité de hater de Alex Espargaro. Sachez que j'aime beaucoup ce running gag et j'aime beaucoup le titre de trésorier du hate club de Alex Espargaro. J'apprécie. Cependant, il faut dire les choses. Moi, il est là depuis longtemps. L'Aprilia, j'ai envie qu'elle fonctionne. Si Alex Espargaro demain il pouvait accrocher un podium, je serais hyper content. Il faudrait juste qu'il soit derrière Quartararo et Zarco parce que faut pas déconner non plus. Mais moi, là, pour le coup, j'ai pas honte de le dire. Yvan va nous écouter, il va m'insulter, il va me bloquer sur tous les réseaux sociaux. Quand il est tombé, j'étais déçu. Mais moi aussi. Franchement, Ah, moi voilà, je suis aussi. content. Alors, je sais pas si j'étais plus déçu pour, comme tu le dis, pour Espargaro ou pour la moto, parce que je sais pas qui j'ai envie de voir sur le podium, en fait, parce que un des deux. Mais, euh, mais ouais, c'est frustrant parce qu'on se rend bien compte que la moto, il y a eu une grosse avancée dessus, qu'elle fonctionne. On a vu que dans les lignes droites, elle tenait les Ducati, elle se faisait pas distancer. C'est une moto qui s'est tournée. Enfin, du coup, c'est dommage, quoi. Parce Ouais, qu'ils ils ont eu leur casse-moteur au Mans. Au Mugello, je me rappelle plus ce qu'ils ont fait. Mais ouais, j'étais un peu déçu du coup. ouais, t'as plutôt bien résumé la chose. On a envie que ça fonctionne pour les Aprilia, et donc ça passe aussi par des résultats de Alex Espargaro, parce que pour Lorenzo Savadori, c'est trop compliqué. Et derrière, devant, Quartaro commence à se mettre en route. Là, ça commence un peu à venir. Sauf que Miguel Oliveira, lui, il a dit non, 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 ça va pas du tout. Moi, le nouveau châssis et le nouveau carburant, comme l'a dit Yann, il m'a fait mourir de rire. En plus de l'avoir mis dans le réservoir, il a dû en boire. Il était chaud bouillant, le garçon. Il passe Miller et il arrive à s'échapper. Quartaro se met en route. Il arrive lui aussi à passer Miller et il arrive à raccrocher Oliveira. Sauf que derrière, il y a Monsieur Johan Zarco qui met le pneu en température et là, poussez-vous, ça va décoller. Il se débarrasse d'Alex Espargaro et de Marc Marquez avant leur chute. Il revient comme un boulet de canon sur Miller et Mir, qui a fait lui aussi Johan Mir un super départ, sauf qu'il était parti en médium, donc ça va se compliquer un peu à la vie parce que tout le monde était parti en pneu dur à l'arrière. Et là, Johan Zarco, il va complètement oublier Johan Mir dans la ligne droite. C'est pas compliqué, on dirait moi quand je suis en voiture sur la route et qu'il y a le TGV qui passe à côté. Ça m'a fait le même effet. Je pense que ça a dû lui rappeler le Qatar à Amir, Ah ouais, là, c'était à un peu près. truc de fou, hein. Et les Suzuki, elles prennent une valise dans la ligne droite. Je sais pas lesquels des deux sont pires entre les Suzuki et les Yamaha, mais enfin là, elles sont pas pressées d'être à Spielberg à mon avis, hein, parce qu'elles vont trouver le temps long, hein. Oui, je pense aussi, ouais. Derrière, Zarco revient sur Miller pendant que Quartaro est accroché au dos Red d'Oliveira. Il va même réussir à passer Quartaro, mais Oliveira, Oliveira, j'ai l'impression qu'il était en gestion. Quand Quartaro l'a passé, on s'est dit bah là c'est terminé, maintenant il va s'échapper. Et bah pas du tout. Oliveira il reste accroché à Quartaro pendant un tour, il redouble, il va réussir à lui remettre un petit éclat pour se laisser à l'abri d'une attaque. Donc j'étais vraiment agréablement surpris par cette gestion et cette vitesse d'Oliveira. Derrière, bagarre Zarco-Miller, sauf que pour passer au moteur sur Jack Miller, c'est moins facile vu qu'il a la même moto. Mais Johan Zarco, il va beaucoup trop vite. Il va réussir à l'avoir au frein. Et là, on est sur un top 3. Oliveira, Quartararo, Zarco. On se dit, bah écoutez, c'est un podium qui est plutôt sympa. Sauf que Quartararo, très très chaud.
je pense l'avoir rarement vu autant incisif et aussi à l'aise depuis le début de la saison. Il était vraiment hyper bouillant. Il remonte sur Quartararo, il va le passer pareil, il va l'oublier dans la ligne droite comme la Suzuki, et il va continuer à faire son petit bonhomme de chemin pour essayer de récupérer Oliveira. Et derrière, il va se passer le fait de course sur lequel on va débattre, la combinaison de Fabio Quartararo qui s'ouvre. Alors, déjà, je ne sais pas si elle s'est ouverte ou si c'est lui qui l'a ouvert, je ne sais pas si tu as l'information. Alors, j'ai lu tout à l'heure qu'apparemment ce serait son airbag qui serait déclenché et qu'il l'aurait ouvert à cause de ça. D'accord, Mais je alors ne moi, suis absolument pas sûr de cette info. Alors, j'ai pas vu ça, moi. Je sais pas si c'est. Alors, je saurais pas vous dire à cette heure-ci, l'info est pas sortie ou alors on l'a raté. Je sais pas si c'est son airbag qui s'est déclenché et qui l'a obligé à ouvrir sa combinaison. Est-ce que c'est sa fermeture éclair qui a eu un problème? Est-ce qu'elle était mal mise? J'en sais rien. En tout cas, pour les 3 ou 4 derniers tours, il est complètement combinaison ouverte, dézippé. Il a sa protection pectorale qui jette par terre dans le virage, à la sortie du virage 4. Et il va Première erreur. Voilà, c'est ça. Première erreur, on va en reparler. Et il va finir les 4 derniers tours comme ça, complètement ouvert. À la bagarre avec Jack Miller en plus, parce que Jack Miller, lui, il voit ça, il se dit, ah, bah écoute, je vais le grind, moi, le français. Et il se laisse pas faire du tout, Fabio Quartararo. Il va se rater au frein à la fin du premier virage, et il va être obligé de couper tout droit, ce qui va qui va lui valoir 3 secondes de pénalité à la fin de la course. Je te pose la question. Bah, je te pose aucune question. Quel est ton ressenti sur cette histoire? Déjà, est-ce que toi aussi t'as flippé ta race devant la télé? Oui, absolument. Oui, quand je l'ai vu, j'ai vu sa combinaison ouverte et puis pas ouverte à mi-torse, hein, ouverte jusqu'en dessous du nombril. Je me suis dit là, si il se passe quoi que ce soit, qu'il tombe, on aura encore un décès à déplorer, c'est sûr. Enfin, Ah ben là, s'il tombe, qu'il luge comme ça sur le bitume, je vois pas comment il peut se sortir de ça. Je veux dire, à cette vitesse, avec des bitumes aussi abrasifs, enfin, alors je après, vois pas comment c'est ouais. possible. Non, non, enfin moi ça m'a fait ouais, vraiment peur. Parce que enfin, s'il se passe quoi que ce soit, c'est fini. Donc Et puis c'est ce qu'on disait en off, je veux dire, au bout de la ligne droite à 340 km/h, il prend un frelon dans le sternum, il va chercher l'air un moment, à mon avis, hein. je pense, ouais. Donc, et puis alors, le fait de jeter son plastron aussi c'est dangereux. Alors je trouve qu'il le fait dans de bonnes conditions. Il le jette, alors je sais pas trop comment il se démerde, mais à l'intérieur du virage, hors trajectoire et tout. Donc c'est peut-être il l'a fait peut-être dans les meilleures conditions qu'il était possible pour lui de le faire. Mais le fait de le faire, c'est hyper dangereux. Si Miller il prend ça dans la roue avant ou un autre pilote derrière, là c'est dramatique, c'est catastrophique. Donc je sais pas. Là, à l'heure actuelle, il y a des discussions parce que je pense que il y a des petits malins nommés Paolo Schiabatti, Gigi Dall'Igna, Davide Tardozzi qui sont allés toquer à la porte de la Dorna en mode oui, c'est quand même pas très normal. Donc très honnêtement, mon call, moi, je pense qu'il va se faire déclasser de la course parce que je vais te poser la question, mais pour moi, il aurait dû prendre un drapeau noir. C'est trop dangereux. Est-ce qu'il aurait dû de lui-même prendre la décision de rentrer au stand? Facile à dire, j'ai envie de dire, non, j'ai même rien envie de dire. C'est facile à dire, mais sauf que quand tu joues le championnat, que t'es à sa place et tout, je pense que t'as pas envie de rentrer, t'as envie de finir la course coûte que coûte. Donc prendre la décision lui-même de s'arrêter, c'est trop compliqué. Par contre, la Dorna aurait dû prendre la décision pour lui, enfin pas la Dorna, mais la direction de course. Tu connais un drapeau noir pour lui dire frérot, c'est trop dangereux, tu peux pas continuer à rouler comme ça. Il y avait ses parents dans les stands, ils devaient être dans un état mais horrible. Donc, enfin, c'est vraiment, vraiment très compliqué ce qui s'est passé. Je te pose la question, du coup, pour toi, drapeau noir ou pas? Bah, pour moi, ça m'a étonné de ne pas voir de drapeau noir sorti, justement, parce que bah, enfin, c'était hyper dangereux pour lui. Après, lui, dans sa tête, je pense que on était à 3 tours de la fin. Donc, je pense si ça avait été au troisième tour de la course, je pense qu'il se serait arrêté. Parce que tu peux pas faire 20 tours comme ça, c'est pas Hmm. possible. Mais là, Non. à 3 tours de la course, je pense que dans sa tête, il sait bah, il était troisième encore, il savait pas qu'il avait sa pénalité. Il est troisième, il reste 3 tours, il se dit, je pense qu'il était bien sur le circuit, il n'y avait pas de raison apparente pour qu'il tombe. Donc il s'est dit, je vais au bout, je vois pas de drapeau, personne me dit rien, Inch'Allah, quoi, j'y vais.
Mhm. Après, ouais, moi je trouve ça, ouais, c'est c'est un peu choquant. C'est un peu compliqué, ouais. Je suis assez d'accord avec toi. On va voir ce qui va être décidé, mais honnêtement, j'ai un peu peur pour lui. Hein. Enfin, peur pour lui. Moins que je l'ai eu il y a 3 heures, mais j'ai un peu peur pour son résultat, effectivement. On va bien voir. Et puis Après, il est alors, toujours premier au championnat, il n'y a pas. et même s'il se fait déclasser, il sera toujours premier championnat. Son avance sera quasiment disparu, mais il sera toujours premier. Et puis alors, question que je me pose, alors c'est facile hein, de la team canapé, il aurait perdu des places très clairement, mais est-ce qu'il aurait pas pu, d'après toi, sortir d'un virage, se mettre hors trajectoire, se mettre debout, zipper et essayer de repartir? Sur le papier, je pense que c'est possible. Il dit qu'il a essayé de la remonter, mais je veux bien croire que quand t'es dans le feu de l'action, ben, tu fais plus perdre de temps qu'autre chose parce que c'est trop compliqué. Enfin, essayez, si vous avez une moto, de zipper et dézipper en roulant dans un virage ou quoi. Enfin, non, pas dans un virage, allez pas vous faire mal. Mais c'est pas facile, quoi. Donc, est-ce que c'était possible? Alors, toujours pareil, hein, moi, de là où je suis, c'est facile d'avoir des idées, hein, mais Bah, moi perso, alors on va sortir du contexte. Moi, ça m'arrive l'été de rouler le blouson un peu ouvert. Ça m'est arrivé une fois qu'avec le vent, la prise au vent, mon blouson finisse de s'ouvrir tout seul en roulant. C'est impossible à refermer. ah non, c'est Il faut impossible. s'arrêter. C'est Donc, impossible. mais moi, c'est un blouson, c'est pas une combinaison. Après, eux, ils sont souples. Moi, je suis raide comme une poutre. Donc, Ils sont meilleurs que nous, quoi. on n'est pas sur le même état physique de la personne. Non, mais je pense que c'était possible. Après, ça voulait dire perdre 3 4 positions et ça, il avait pas envie parce qu'il est vraiment archi focus sur le championnat. Alors, je vois des mecs me dire, putain, j'ai envie de vous défoncer ça, j'ai envie de vous insulter. Oui, c'est normal qu'il ait pas pris de drapeau noir, il joue le championnat. Mais et alors, putain, c'est pas parce qu'il joue le championnat que du coup on s'en fout des règles, on s'en fout de la sécurité, quoi. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun putain de rapport à un moment donné. Enfin, S'il prend une pelle à 200, il jouera plus rien du tout, hein. là, je Il veux va dire, jouer là, sa survie un quart d'heure et c'est tout. ouais, c'est exactement ça. Là, il y a pas mal de gens, vraiment, je suis étonné, il y a pas mal de gens qui disent non, c'est normal qu'il ait pas eu de drapeau noir et tout. Je suis prêt à mettre de l'argent à dire que si ça arrive à Marquez et qu'il est pas déclassé, oui, c'est encore un complot hispanique pour faire gagner Marc Marquez. Voilà, donc canalisez-vous là et soyez cohérents à un moment donné. Donc ça, c'est sûr. Mais je l'ai déjà lu tout à l'heure que sa pénalité, oui, c'était parce que la Dorna est espagnole, mais enfin des trucs hors contexte. Alors la pénalité, on va l'expliquer. Il coupe dans un virage où il n'y a pas de gravier, pas d'herbe, et la règle, elle est comme ça sur ces virages-là, comme à Austin par exemple, les premiers virages dégueulasses là. Si vous les coupez, vous êtes censé perdre 1 seconde au tour pour pas avoir de pénalité. Et sur le tour où il a coupé, il a perdu 0,7. Donc c'est 3 secondes de pénalité. C'est giga con, Mais c'est là. mais c'est la règle, donc on l'applique. Parce que je pars du principe que du moment que tu as perdu du temps, que ce soit 1 seconde ou 0,7, qu'est-ce que ça change? Bref. Continuons, on continue la course. Il reste très peu de tours et Johan Zarco est en train de fondre comme neige au soleil sur Miguel Oliveira qui, à mon avis, commence à être un petit peu en délicatesse. On se dit là, moi, je commence à être un peu bouillant, je commence à sauter sur le canapé là. Et ça va pas le faire, il va échouer à 175 millième, donc terminer deuxième derrière un super Miguel Oliveira. Jack Miller termine troisième après le déclassement de Fabio Quartararo et les 3 secondes de pénalité qui va terminer quatrième. Joan Mir cinquième en délicatesse avec son pneu médium à l'arrière sur la fin de la course. Maverick Vinales sixième qui fait, alors j'ai envie de dire un beau week-end. Non, il fait une course plutôt pas mal. Quand je l'ai vu revenir à mi-course, je me suis fait, oh là là, ça y est, il est démarré, ils vont pas pouvoir le tenir. Finalement, il n'a pas réussi à passer la Suzuki. Mais le problème, c'est que pour Maverick Vinales, on s'attend encore à mieux qu'une sixième place, quoi. Bah ouais. Surtout quand on voit ce qu'il fait son coéquipier, quoi. Ah là, je pense que la comparaison, elle doit l'empêcher de dormir. Mais ouais, je pense aussi parce que je pense que quand il l'a vu arriver chez Yam, il se dit bon ok, je vais apprendre au gamin comment on fait. Sauf que là, le gamin a pas le temps. Ouais, donc bon, compliqué pour Vinales, mais c'est loin d'être son pire week-end. Puis il a Bagnaia encore changé septième. de chef mécanicien et tout. Enfin, c'est un peu le Ah ouais, on bordel n'en dans a pas son parlé, il équipe. a encore changé de chef mécanicien, soi-disant c'est une décision de Yamaha. Ouais, je sais pas. Le problème est pas là, hein. Arrêtez, hein, à mon avis.
Bagnaia 7ème, c'est pas super par rapport à ce que font les deux autres Ducati. Enfin, c'est pas que c'est pas dramatique, mais on s'attendait à mieux que ça, je trouve, de Bagnaia qui marque Il un était peu le pas. attendu en plus. Ouais, il est attendu maintenant. Puis il est tombé au Mugello. Donc, Ouais, Mugello, il était en tête, il tombe, je pense que psychologiquement. Puis lui, il a dit qu'en plus, ce qui s'était passé avec Jason Dupasquier, ça l'avait vraiment. Enfin, ça a touché tout le monde, mais lui a été fait partie de ceux qui ont le plus insisté en disant qu'il aurait pas fallu rouler le dimanche et tout. Donc je pense qu'il a été peut-être dans, écoutez, ouais. ouais, dans la partie de ceux qui ont été le plus marqués, donc c'est peut-être un peu compliqué pour lui. Brad Binder 8ème, on va parler des KTM, on va essayer de s'y attarder un peu. Franco Morbidelli 9ème, Bastianini 10ème, Alex Marquez 11ème, Luca Marini 12ème, Takahaki Nakagami 13ème, Jorge Martin, putain j'allais dire 89ème, mais non c'est son numéro. 14ème qui chute lui aussi pendant le tour de mise en grille, putain mais qu'est-ce qui vous arrive sérieux? Lorenzo Savadori 15ème, et alors je l'ai pas dit, mais on a une chute aussi de Lequena, de Rossi et de Danilo Petrucci. Est-on étonné de toutes ces chutes? Non, parce que c'est ceux qui ont l'habitude de chuter. Tu veux qu'on parle de Rossi ou pas? Non, je ne souhaite pas. Alors si, on peut en parler vite fait. C'est dramatique. Là, maintenant, il faut prendre la décision. Il faut l'acter. Il ne faut pas revenir, Monsieur Valentino Rossi. Merci pour les travaux, merci pour le rêve, et à bientôt. Voilà. Moi, je suis à peu près d'accord. Non, mais sa décision, elle doit être prise à Assen. Enfin, honnêtement, s'il n'est pas encore décidé après le début de saison qu'il est en train de faire, je peux plus rien pour lui. Hein. Après, je sais pas, ouais. Ça me coûte de le dire, mais, Ah ben, moi aussi. Hein. mais je crois que j'aurais préféré qu'il arrête l'année dernière en se disant, en restant sur la petite fin, en se disant, est-ce qu'il aurait pu faire une dernière bonne saison? Mais sauf que là, la dernière bonne saison, il est en train de la faire. Et c'est pas la bonne saison du tout. Il Alors qu'il ait continué l'année dernière, qu'il ait pris la décision de continuer, je comprends pour deux raisons. La première, c'est que c'était une année particulière, donc c'était pas un référentiel assez bon pour se rendre compte de son niveau. Et en plus, il avait montré des petites bribes de choses qui étaient intéressantes. À Catalunya l'année dernière, il tombe aussi en fin de course, mais il est très très fort derrière Fabio et tout. Donc bon, il a eu le Covid, il a loupé des courses et tout, donc qui veuille faire une autre saison pour voir, pourquoi pas. En plus, j'ai écouté l'excellent, je vous invite à aller écouter l'excellent podcast, épisode numéro 46 de C'est qui en pôle, où nos amis Cyril, Stéphane et Pierre ont invité Michel Turcot et Thomas Morcellino, et Michel Turcot dit que Rossi, alors je sais plus si c'est Michel Turcot, mais en tout cas pendant l'épisode, il y a quelqu'un qui dit que Rossi, lui, aurait toujours préféré faire l'année de trop que l'année de pas assez, entre guillemets, que ça arrêtait trop tôt. L'avantage, c'est que bah, c'est bon, c'est fait maintenant. on est en plein dedans. Donc, comme tu dis, ça coûte de le dire, mais à un moment donné, il faut être objectif. Hein. Là, il y est plus, il a plus la vitesse, il a plus, enfin, c'est trop compliqué. Petronas, ça a pas l'air d'être non plus ce que tu vois Morbidelli, on le voit à peine. Je crois Bon. qu'il était 10 aujourd'hui, un truc comme ça. Alors, il finit 9, on le voit un peu aux essais quand même et tout. C'est pas facile, mais c'est mieux quand même largement. Mais effectivement, ça a l'air d'être un peu compliqué pour Petronas cette année. Eux, ils doivent être dégoûtés. Hein. Bah ouais, à Ils sont part en Darren choc Binder thermique. Hein. qui va pas mal. Hmm. Ça, c'est clair. Moi, j'ai une question pour toi avant qu'on parle un peu des KTM. Est-ce que tu penses que Enea Bastianini a le même ophtalmo que Alex Rins? Je sais, ophtalmo, je sais pas. Parce que, Alex Rins, il voit bien. C'est juste qu'il a des problèmes d'équilibre, Alex Rins. alors, parce que apparemment Bastianini il voit pas la moto de Zarco pour se mettre en grille au Mugello, et Alex Rins il voit pas les voitures quand il est en train de faire du vélo sur la piste. C'est une voiture qu'il a pris? Ouais, alors il était sur son portable en train de faire du vélo sur la piste, il a tapé dans une voiture et il est tombé, il s'est fracturé le radius. Ah bien. Putain, et là, toute la soirée, je me suis posé la question, mais comment c'est putain de possible, ça, à un moment donné, enfin. Bah, déjà, faire du vélo avec ton téléphone à la main, c'est une idée con. Prendre une voiture, c'est pas de chance. Mais alors, le combo sur un circuit, parce que les pistes sont larges quand même, quoi. Enfin, t'es pas en centre-ville. Ah, Il y a pas. ça m'a terminé jeudi soir. Quand en fait, je vois, il s'est fracturé le radius en vélo. Je me dis, ah ben, petit entraînement du jeudi matin, un peu de VTT, ou, ouais, comme tu dis, tu vois, sur la route ou quoi. Et là, je vois sur la piste. Putain, mais attends, mais
Mais comment il a fait, putain de bordel de merde? Il a essayé de taper un wheeling sur un vibreur, enfin, j'en sais rien. Puis là, c'est pas Portimao, Catalunya, c'est plat. Enfin, Bah oui, à peu près, ouais. oh, j'étais éclaté, quoi. C'est pas possible. C'est la blessure la plus con de tous les temps. Parce que celle de Marquez avec la baie vitrée, elle compte pas, ça, c'est du mythos. Taper une voiture, j'avais pas l'info, mais putain, comment tu fais pour taper une voiture sur un circuit? Ah, j'adore, putain, c'est incroyable. C'est collector. Enfin, des blessures cons, j'en ai entendu dans d'autres sports, mais là, chez nous en MotoGP, là, il est top 1. Il aura gagné un truc cette année, hein. Ouais, la palme de la malchance. Putain, il enchaîne 4 chutes en course, et là, et même pas il atteint la course pour chuter, s'il te plaît. Même pas eu le temps de mettre son cuir. Oh là là, quel enfer. Enfin, Et c'est une bah, année de merde pour lui, pour le coup, en attendant. ouais, pour le coup, c'est vraiment une année de merde. Je pense que chez Suzuki, ils sont un peu vénères. Parce que le gars, il enchaîne 4 chutes en course. T'essaies de trouver des solutions pour le remettre dans le truc, tu vois. Tu dis, bon, ok, est-ce qu'on voit un truc sur la moto? Est-ce qu'on essaye de lui parler, de, de, de voir avec lui s'il veut pas un coach mental ou, enfin, t'essaies de trouver des choses parce qu'il allait vite quand même. Bah ouais, c'est ça. Là, t'as juste envie de lui mettre une tarte, quoi, à un moment donné. C'est- Enfin, le mec se piège tout seul. C'est la meilleure façon de dire que t'as pas envie de rouler dimanche, c'est de te faire mal le jeudi, en fait. c'est incroyable. Puis là, je pense pouvoir dire qu'actuellement, je ferais mieux que lui, hein, parce qu'au moins, je finirais les courses ou je les commencerais. Enfin, tu vois. Même en vélo, je veux bien la faire en vélo, je la finirai. Et puis Bastianini, voilà, je lui en mets une petite qui, au Mugello, sur le tour, enfin, sur la fin du tour de chauffe, au moment de la mise en grille pour le départ, euh, accélère du dernier, ressort du virage et soude comme un fou. C'est pas ce qui lui arrive. Et il voit pas que que Zarco devant lui est en train de faire chauffer les freins. Du coup, il emplafonne la Pramac. Il fait un soleil. Là, par contre, il a dû avoir peur. Et il déclare, s'il te plaît, je vois pas comment j'aurais pu faire pour éviter Zarco. Bah, ouvre les yeux. Ou de te mettre à côté. Enfin, ils roulent tous en décalé quand ils le font, et non. Putain, ah non, mais il m'a terminé lui aussi, quoi. Mais comment j'aurais pu faire? Ben, je sais pas, genre, regarder devant toi, par exemple. Enfin, tu vois, quel enfer. Mais quel enfer. Mais bon, on en rigole, mais il aurait pu se faire mal quand même. Ah, il aurait pu se faire Mais, mal. Il aurait pu mais ça abîmer la le... moto de Zarco. Enfin, mais il l'a abîmé. ouais, mais il a Pas réussi de à faire la trop, pas course, de quoi. trop, mais ouais. Alors après, autant que je préfère qu'il abîme la moto de Zarco plutôt qu'il se fasse mal. Mais enfin, voilà, c'est grosse bêtise. Après, c'est rookie mistake, hein, mais bon, Oui, mais c'est la première fois que je le vois. c'est la décla après. Bah, moi, quand je les vois faire, tu te dis putain, au bout d'un moment, il y en a un, il va faire une connerie, quoi. Mais c'est la décla derrière. Enfin, je veux dire, Zarco, il est pour rien, il chauffe les freins, il enclenche le shot device, et l'autre, il se fait putain, mais ça n'a aucun sens, quoi. Oui, Zarco, il est dangereux en piste, Oui, vous c'est vous de sa rendez compte? faute. Il freine pour se mettre sur la grille, C'est un assassin. n'importe quoi. Et je te propose qu'on termine du coup avec, en s'attardant un petit peu sur les deux KTM. Ils auront changé le châssis avant le Mugello et apparemment ils auront changé le carburant. Et ça a l'air d'être d'une efficacité diabolique, dans la mesure où Miguel Oliveira vient d'enchaîner une deuxième place au Mugello et une victoire ce week-end. Brad Binder aussi est très très bien. Je pense pouvoir dire que on est content de voir les KTM de retour à leur niveau de l'année dernière. Ouais. Mais c'est vrai qu'en début de saison, là, sur les premiers Grands Prix, on se demande où ils étaient passés. Parce que Hmm. l'année dernière, ils avaient fait une belle saison déjà, avec la victoire d'Oliveira et de Binder. Ouais. Deux victoires d'Oliveira et une de Binder l'année dernière. Donc en début de saison, bah, ils avaient complètement disparu. Je crois même qu'on en avait parlé dans un des podcasts là, Ouais, du début. tout à fait. Et là, ouais, leur retour est plutôt sympathique à voir. Même si aujourd'hui, Binder, on n'en a pas parlé, ce qu'on a oublié, mais a failli se foutre par terre en emmenant Vignales. Ouais, puis deux, trois fois, après, c'est pas la première fois, on sait que Binder c'est un pilote un peu agressif, et deux, trois fois il a été limite, je trouve. Mais il a été limite, il a pas été au-dessus de la limite, quoi. Ouais. Enfin, je trouve. Après, à voir, parce que, ouais, des fois il est un peu juste. Mais ouais, non, bon travail de chez KTM. Alors leur nouveau carburant, j'ai aucune idée de ce qu'il peut avoir dedans. Bah, t'as La déjà lu Red un Joe Bull ou... Martin? Pareil. Ah d'accord. Tu sais, ils le mettent dans le... Ça, c'est le genre de carburant, tu le mets dans ton 103, tu prends 2,40. Pendant 3 mètres, c'est tout. Que eux, ça a l'air plutôt fiable.
Ouais. Donc, non, ça, c'est plutôt. Enfin, moi, je suis vraiment très content de les revoir à ce niveau-là. Ça me faisait plaisir l'année dernière de les voir enfin bien. Moi, c'est une marque. On a envie de voir toutes les marques. On sait que c'est pas possible de voir toutes les marques au top du top, mais on a envie de voir toutes les marques réussir à jouer des choses, à gratter des top 5, voire des podiums, quoi. Donc c'est. Enfin, moi, je suis vraiment très content. Voilà pour ce débrief de ce Grand Prix catalan. Et Alors que Honda, eux, par contre, sont alors, dans la merde. non mais Honda, c'est dramatique. Les deux Repsol par terre et les deux Cecchinello 11 et 13 sur 15. C'est pas mal. Alors Alex Marquez, il fait un début de saison catastrophique par rapport à la saison qu'il fait l'année dernière, c'est un peu décevant. J'ai cru voir qu'il était un peu blessé, donc pourquoi pas. Nakagami, je sais pas, de mémoire, je ne sais pas s'il est signé pour l'année prochaine. S'il ne l'est pas, C'est attention. pas... Ouais. C'est... Ça va lui faire plaisir, mais la théorie japonaise, quoi. Ah oui, L'année dernière, il était là. Cette année, on l'a quasiment pas vu. Alors, il fait quelques éclats en essai libre. ouais, en séance d'essai, il arrive à gratter, à gagner enfin, à faire le meilleur temps sur une séance, mais c'est tout chez lui qui a fait le meilleur temps du warm-up ce matin, mais c'est pas suffisant, quoi. C'est le dimanche après-midi qu'il faut être chaud, quoi. Alors, il paraît que la Honda est pas top cette année, mais bon, je sais pas trop. Ouais, c'est compliqué. À suivre. Tout à fait. Je pense que c'est pas mal pour le débrief de ce Grand Prix catalan. Pour terminer, je te propose de me donner ton pronostic uniquement en MotoGP sur le prochain Grand Prix qui va se situer sur ton circuit préféré du Sachsenring. On en reparlera. Euh, Mon gagnant. Je sais pas du tout parce que ça fait longtemps qu'on les a pas vus au Sachsenring. Il y en a qui ont dû pas rouler tant qu'ils sont arrivés en MotoGP, ils ont pas dû rouler au Sachsenring avec à cause du Covid là. Ah ben alors, des pilotes qui sont jamais allés au Sachsenring, il y en a pas mal. Je Bah, il y a dirais qu'il y a... Comment? Oliveira, Binder. Oliveira, si. Binder, non. Oliveira, il était là déjà en 2019. Donc, il était déjà en MotoGP en 2019. Donc, Ah il a oui, déjà roulé au exact. Sachsenring. Mais Savadori, Martin, Marini, Bastianini, Binder, Bagnaia, je pense pas qu'il ait roulé en MotoGP sur le Grand Prix du Sachsenring. Peut-être je dis une énorme connerie, mais je suis pas sûr. Donc, effectivement, il y a pas mal de pilotes qui le connaissent pas en MotoGP, ce circuit. Après, de là, je sais pas, je dirais peut-être Vignales, mais sans aucune conviction. Je Euh, sais que c'est ton moment préféré quand je te demande ton pronostic Mais pendant 2 semaines. surtout que j'aime pas ce circuit, donc j'ai aucune ref, je sais pas quelle moto est la plus à l'aise sur ce circuit, donc Alors, je te propose d'écouter une analyse d'expert. Marc Marquez n'a jamais perdu en MotoGP sur ce circuit. c'est vrai. Sauf que là, il est pas en forme. Vu les 7 tours qu'il vient de montrer, plus le fait que c'est un circuit qui ne fait que tourner à gauche et que c'est son bras droit qui est blessé, je suis quasiment chaud d'y mettre mon PEL. Mais la dernière fois que j'ai fait ça sur Petrucci, ça n'a pas marché, donc peut-être je vais pas y aller. Parce que faut rappeler aux gens que depuis, tu vis dans une tente Quechua, achetée d'occasion, Dans ton jardin. dans mon jardin. Et que si je passe ma tête par la fenêtre, je te vois. Donc ouais, moi je vais call Marc Marquez parce qu'il a l'air d'être de retour, c'est un circuit qu'il adore. Donc voilà, mon analyse ça doit être dégueulasse, mais c'est la mienne. N'hésitez pas à me dire à quel point vous la trouvez éclatée. Mais écoutez, c'est tout pour cet épisode. On vous remercie énormément de nous avoir écoutés. On vous rappelle, pour nous retrouver, le podcast est sur YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Pour discuter avec nous et nous suivre, le groupe Facebook Le Nord Chili MotoGP et la page Twitter La Boîte à Clapper. N'hésitez pas à nous interpeller, à faire des blagues, à nous envoyer des mèmes, on adore ça, c'est ce qu'on préfère. Et puis je te remercie et je te donne rendez-vous dans 2 semaines. Eh ben, merci à toi, et puis bah, dans 2 semaines. Allez, merci beaucoup, bisous. This is
my passion. I love ride and race motorcycle.